pourquoi on mange, qu'est-ce qu'on doit manger, quelle quantité on doit manger, puis quand est-ce qu'on mange. Et un volet plus sur l'image corporelle, donc c'est quoi le poids naturel, puis un petit mot aussi sur la diversité corporelle. Avant toute chose, je voulais quand même que vous preniez un moment pour penser à votre propre relation avec l'alimentation, puis votre corps. En fait, le principe, c'est vraiment parce qu'on est un modèle pour les ados. Fait que le regard que vous avez sur votre propre corps et celui des autres va les influencer sur leur propre opinion par rapport à ça. Puis, ça va les sensibiliser, si on veut, à ce sujet-là. Donc, le but ici, c'est vraiment pas de porter un jugement sur votre relation avec l'alimentation et le corps. C'est vraiment avec bienveillance qu'on accueille ce qui vient. Puis, il n'y a vraiment pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est juste que ça peut nous donner des petites pistes là, quand on vient le temps de s'adresser à nos ados là, pour être sûr de diriger la conversation le mieux possible. Donc, c'est juste d'en être conscient, finalement. Vous allez voir que pendant la présentation aussi, je parle beaucoup au « on » parce que, ben, un peu pour la même raison, là, finalement, l'alimentation, l'image corporelle, ça touche tout le monde. Puis c'est vraiment quand on adopte des saines habitudes, là, tout le monde ensemble, que c'est idéal, là, finalement. N'hésitez pas à m'interpeller si vous avez des questions. Je suis bien à l'aise avec ça, là, soit par le chat ou si vous voulez ouvrir le micro aussi, il n'y a vraiment pas de problème. Là, on va être là pour vous répondre. Donc, pour commencer, pourquoi on mange? Mais pour nourrir notre corps, hein? Bien évidemment, c'est un besoin qui est biologique, mais il y a aussi plein d'autres raisons. Donc, ça peut être... Amélie, on t'entend pas. OK. Ah, je m'excuse. Non, ça va. Ça... Donc, je disais que c'est ça. L'alimentation, ça peut être aussi un partage avec d'autres personnes, donc vraiment un élément, un événement social. Ça peut être aussi en réponse à une émotion, un sentiment. Par exemple, on a passé une super belle journée, on a envie de se récompenser, ben, on va manger un aliment qui nous plaît. Ou à l'inverse, on a une mauvaise journée, on est triste et on se console avec un aliment. Ça va dans les deux sens. Puis, ça peut être aussi dans le cadre d'un événement spécial. Hein? C'est la fête de quelqu'un, on mange un gâteau, tout le monde ensemble. Ça peut être aussi culturel. Et bon, j'en passe, là, probablement. Il y a plein de raisons de manger. Bref, c'est ça le message que je voulais vous passer. Et c'est important de le reconnaître, en fait. Puis encore une fois, c'est sans jugement. C'est vraiment pour observer, accueillir ce qui vient avec curiosité, bienveillance. Puis, en fait, c'est qu'on voit beaucoup d'infos sur la nutrition de nos jours, puis c'est facile d'être déconnecté à soi, puis à la raison pour laquelle on mange. Ça peut tellement être un machinal qu'on oublie des fois qu'il faut revenir à la base finalement, puis reconnecter avec soi. Puis, je vais y venir plus tard, là, mais c'est aussi en lien avec les signaux de faim et satiété, de savoir pourquoi on mange. Mais en même temps, si on a faim, ben, c'est de savoir est-ce que j'ai un peu faim ou très faim. Bref, on va revenir là-dessus un petit peu plus tard. Puis si je peux me permettre, Amélie, je ne sais pas si je devance trop, mais je trouvais ça intéressant, toutes les raisons que tu as nommées, et ce sont toutes des bonnes raisons. Puis ce qui est intéressant dans le message que tu envoyais, c'est qu'on mange techniquement d'abord et avant tout pour combler des besoins physiologiques, mais il y a aussi des raisons qui peuvent être culturelles, sociales ou autres pour manger, et il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises raisons pour lesquelles on mange. Donc j'aimais beaucoup ce message-là que tu as envoyé. Super. Fait que pour continuer, qu'est-ce qu'on doit manger, en fait? Je vous ai mis une petite citation de Karine Gravel, qui est docteure en nutrition. Donc, je vais la lire. 3 ingrédients sont nécessaires pour cuisiner ma recette préférée. Se nourrir, se réunir et se faire plaisir afin de satisfaire ses besoins biologiques, sociaux et psychologiques.
Ces ingrédients doivent être mélangés et assaisonnés au goût avec une quantité suffisante de sociologie et une pincée d'histoire à déguster amoureusement. Donc, je trouve que c'est une citation qui englobe vraiment bien c'est quoi l'alimentation, autant pour se nourrir que aussi des choses qu'on oublie un petit peu plus souvent, là, le besoin de l'humain de se rassembler, de partager un moment, puis aussi de satisfaire sa tête, son côté plus psychologique, c'est important aussi. Donc, cette citation-là, on peut la représenter par l'image en fait, que vous avez sur la diapositive. L'assiette que vous voyez, ça se trouve être l'assiette du Guide alimentaire canadien. Donc, c'est ce qu'on recommande de manger pour bien nourrir notre corps, pour lui fournir tout ce qu'il a de besoin. Donc, si vous voyez l'assiette, on a la moitié de l'assiette qui est en fruits et légumes, le quart qui est en grains entiers et l'autre quart qui est en protéines. Donc, c'est vraiment en termes de proportion ici qu'on veut parler. La grosseur de l'assiette va varier, donc en fonction de notre faim. Je vais y revenir. Mais ce qui est vraiment important de retenir, c'est en proportion. Fait que globalement, on veut que ça ressemble à ça pour répondre à nos besoins corporels. Si on retourne dans la citation, il y a aussi le besoin de se réunir. C'est pour ça qu'il y a 2 assiettes dans l'image. Hein. On suppose que c'est un repas qui est passé à 2 personnes. Donc, le besoin de partager un repas et le besoin de se faire plaisir. Ici, il est illustré par un muffin. En fait, ça aurait pu être n'importe quel autre aliment, là, mais tout ce qu'on veut illustrer, c'est que c'est important d'aimer ce qu'on mange. Je pense que c'est important de le souligner, là. Ici, c'est illustré par un muffin. Ça peut être le repas en soi. Hein. C'est important de manger, de se faire plaisir finalement. Puis, d'en intégrer au repas, il n'y a vraiment pas de... Parfois, on peut se sentir coupable par rapport à ça, mais il n'y a vraiment pas de culpabilité à avoir. Je ne sais pas si je suis claire à ce niveau-là. Isabelle, voulais-tu ajouter quelque chose ou... Mais en fait, je trouve ça super intéressant. Puis quand on a préparé la présentation, avec Amélie, euh, on se disait qu'on était contente qu'elle ait mis ce muffin-là, qui, moi, j'ai décidé qu'il était aux pépites de chocolat, là, mais parce que ça fait partie de l'alimentation aussi. Puis c'est ça, une alimentation équilibrée. C'est de manger, oui, des beaux fruits, oui, des légumes, plein de choses. Amélie disait manger des aliments qui nous font plaisir. Et assurément, si on mange que des muffins au chocolat dans la vie, ce n'est pas une alimentation équilibrée. Au même titre que si on fait que manger des tomates, c'est un bon légume, un fruit ou légume, là, bon, mais c'est excellent pour la santé, mais on ne peut pas que manger de la tomate dans la vie, c'est la variété qui est importante. Puis j'aurais envie de, tu sais, on peut, je vais formuler, Amélie le dit tout à l'heure, mais ça peut être une discussion, un échange qu'on a avec vous aussi. Donc, si vous avez des questions, des commentaires à tout moment, n'hésitez pas, vous pouvez nous interrompre. Il n'y a vraiment aucun souci à ce niveau-là. Ça va nous faire plaisir. Absolument, ça ajoute un certain dynamisme là, à la conversation, là, donc n'hésitez pas. On est là pour vous ce soir. Donc, puis, ceci étant dit, l'image qu'on vous présente aujourd'hui, c'est vraiment l'idéal, hein? Mais on le sait très bien que c'est pas possible de rejoindre ça à tous les repas. Hein? Des fois, les horaires nous le permettent pas. Bon, les autres travaillent à la maison, donc on mange tout seul, ça peut arriver. On n'a pas fait l'épicerie. C'est des choses qui arrivent. Il faut quand même hein, être quand même assez compréhensif envers soi. C'est pas quelque chose qu'on veut atteindre à chaque repas. Par contre, c'est important de l'avoir en tête, puis d'y revenir le plus souvent possible. C'est un petit peu ça le but. Pour vos ados, c'est impossible hein, de tout contrôler ce qu'ils mangent. On s'entend? Mais, par contre, vous êtes quand même responsable du contenu de votre frigo, de votre garde-manger que vous avez chez vous. Donc, ce que je pourrais vous donner comme conseil, ça serait vraiment d'avoir une variété d'aliments chez vous qui font partie d'un peu tous les groupes qu'on a nommés. Hein? Donc, autant fruits et légumes, grains entiers, protéines, avec de la viande, que les biscuits, on ne veut pas les éliminer nécessairement. Ça peut être toutes sortes de collations, du yogourt, des noix avec des fruits séchés. Bref, vraiment une variété d'aliments pour que le jeune il puisse
choisir les aliments à son goût. Puis vraiment, on ne veut pas non plus en interdire aucun, si je pourrais dire ça comme ça. Je voulais aussi vous glisser un mot là, sur les classements. En fait, on entend souvent hein, que les aliments sont classés en 2 catégories, les bons et les mauvais aliments. Donc, ceux qui sont santé, pas santé. On entend aussi caloriques, les aliments légers, les aliments gras, plaisir coupable, tricherie. C'est des aliments, des mots qui sont associés assez en fait, c'est que ça catégorise les aliments, puis ça, on veut pas ça. Parce que dès qu'on consomme un aliment qui est considéré comme étant mauvais ou un plaisir coupable ou une tricherie, ben, ça amène quelque chose de négatif, puis on peut ressentir de la culpabilité à consommer cet aliment-là, puis c'est pas ça qu'on veut quand on consomme ces aliments-là. Parce que de se sentir coupable puis de se taper sur la tête à chaque fois qu'on mange un aliment, là, ça peut devenir lourd, puis on n'a pas besoin de cette culpabilité-là là, dans notre alimentation. Donc, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'utiliser des mots plus globaux ou qui décrivent les aliments plus en fonction de ce qu'ils sont, là, en termes de texture, par exemple. Là, je vous ai mis des exemples. Là, ça peut être un aliment qui est savoureux, qui est moelleux, épicé, acidulé, croquant, réconfortant, rafraîchissant, coloré. C'est des mots qui peuvent être vus un petit peu plus positivement là, quand on veut parler d'un aliment. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que on ne veut pas interdire un aliment parce que, un peu comme Isabelle le dit, là, quand on interdit un aliment, c'est comme si je vous dis pensez pas à un éléphant. Vous allez tout de suite penser à un éléphant. Là. Ben, c'est un peu le même principe. Quand on dit je m'interdis de manger de la crème glacée, ben, à quoi qu'on va penser, c'est de la crème glacée. Fait que ça marche pas au long terme de faire ça parce que on va toujours rester avec cette espèce de tentation-là. Et si jamais on vient qu'à manger de la crème glacée, ben c'est là que la culpabilité arrive. Puis c'est pas une relation qui est positive à entretenir. Donc, Oui. oui, vas-y, Est-ce que je peux Isabelle. Amélie? Je m'excuse de t'interrompre, mais dans le même esprit aussi, vous êtes, sauf erreur de ma part, mais majoritairement des parents d'adolescents. Un adolescent, qu'est-ce que ça fait dans la vie? Entre autres, ça va à l'encontre des règles, d'accord? Et donc, parfois, juste d'interdire un aliment, mais déjà, à la base, chez toute personne, ça nous donne plus envie de le manger, d'accord? Mais chez des adolescents qui veulent aller à l'encontre, qui veulent faire le contraire de ce que nos parents disent, mais juste ça aussi, de façon un peu inconsciente, ça donne envie d'en manger. Puis quand les parents vont intervenir sur le fait qu'ils mangent trop de pizza, de poutine ou peu importe, mais ça peut donner envie à des adolescents de juste faire le contraire. Parce qu'un adolescent, c'est vraiment fantastique, c'est fait pour faire le contraire de ce que ses parents veulent dans certaines situations. Donc, il peut y avoir cet élément-là aussi. Et dans l'idée qu'Amélie apporte, c'est d'arrêter de catégoriser les aliments parce que des croustilles, c'est pas vrai que c'est pas bon. Moi, j'adore les croustilles, j'en mange des chips et c'est pas grave de manger des chips à l'occasion. Donc, mais de catégoriser, ça l'amène, puis Amélie l'a bien expliqué, de la culpabilité. Et c'est là qu'on se sent mal d'en manger. Alors que s'il n'y a pas de problème à manger des chips, puis qu'on ne se l'interdit pas, il y a même des études qui ont démontré qu'on va avoir tendance à manger de moins grandes quantités. Donc, c'est cette idée-là aussi à vous amener. Ça a été bien démontré là, dans les études scientifiques. Et c'est ça qu'il faut avoir en tête aussi. Amélie, on a une question. Oui. Ah, oui, une question. On demande dans le chat, est-ce qu'on peut dire à son ado qui aime les sucreries plus, que ce n'est pas un choix à faire? Isabelle. Il y a Amélie aussi. Oui, tu peux y aller. Mais en fait, ça dépend beaucoup. Puis je ne sais pas si la personne qui a posé la question serait à l'aise d'ouvrir son micro pour qu'on discute ensemble, parce qu'il peut y avoir des éléments contextuels, d'accord? Et donc, si la personne est à l'aise, je l'invite à le faire. Oui, certainement. On vous écoute. Oui, c'est ça. Ben, en fait, on parlait tout à l'heure des mots à éviter, bon, mauvais, tout ça.
Mais est-ce qu'on peut dire, par exemple, à un adolescent qui est porté à manger, il n'y a pas à la maison, il n'y a pas d'aliments mauvais, là. Les enfants ont accès à tout, mais est-ce que, par exemple, dans les choix, quand on se rend compte que l'adolescent est porté souvent à choisir des aliments sucrés, est-ce qu'on peut lui dire, ben, de temps en temps, ben, je ne suis pas certaine que ça, c'est un bon choix en ce moment. Est-ce que ça, c'est pertinent? Est-ce que ça peut être bon ou on laisse aller simplement l'enfant manger du sucre à volonté? Il y a plusieurs approches, en fait, là. Ce que j'aurais envie de vous répondre spontanément, tu sais, quand vous dites c'est pas un bon choix, mais peut-être que ça peut être approprié. Je vous donne un exemple. Votre garçon s'en va faire une game de soccer avec son équipe. OK, il s'en va à sa pratique. Mais c'est peut-être pas la meilleure idée au monde de manger un gâteau au chocolat avant d'y aller parce que ça lui donnera pas beaucoup d'énergie. D'accord? Puis il pourrait même avoir des points, tu sais, des douleurs et tout ça. Donc, dans cette optique-là, moi, j'aurais tendance à le mettre en lien avec l'activité qu'il va pratiquer. Et de dire aussi, bien, c'est la variété qui est importante, tu sais, puis de l'aborder sous cet angle-là. Est-ce que tu penses que, tu sais, aujourd'hui, tu as une alimentation assez variée, tu sais que pour nous, c'est important, tout ça? Ah, ouais, tu sais, aujourd'hui, j'ai fait attention, puis tu sais, puis même là, j'ai fait attention, vous voyez à quel point c'est inculqué dans notre vocabulaire, là, mais de dire, ben, ah, ouais, j'ai mangé pas mal de fruits et de légumes, ben, mange-le, ton cadeau au chocolat, mon grand, c'est bien correct, vous comprenez? Donc, d'avoir cette discussion-là, puis, j'aime pas me prononcer, puis votre question est tellement pertinente, là, j'aime pas me prononcer sur oui, ce vocabulaire-là est adéquat ou non, c'est pas adéquat. C'est plutôt dans le contexte et c'est surtout dans la discussion qu'on a avec notre adolescent. Parce que si ça fait 3 soirs qu'il a de la misère à dormir, puis que comme par hasard, avant d'aller dormir, il a mangé beaucoup de sucre, bien, il y a peut-être une relation de cause à effet à faire avec lui, puis de là, lui enseigner que ça peut avoir un impact sur son sommeil, par exemple. Je ne sais pas, est-ce que ça vous répond? Puis Amélie, est-ce que tu aurais des choses à ajouter? Oui, ben pour moi, ça répond très bien. Merci beaucoup. OK. Je trouve que tu l'as vraiment bien expliqué, là, Isabelle. Puis si je voulais juste ajouter quelque chose à ce sujet-là, en fait, hein, on pense que souvent, si on se permet de manger tous les aliments, puis que là, ça fait, je sais pas moi, ça fait 1 mois qu'on s'empêche de manger du sucre parce que on, pour nous, c'est pas bon. Bon, par exemple. Et là, moi, j'arrive, puis là, je vous dis, ah, tout est permis, on veut manger de varié. Donc, des fois, ce qu'on peut penser, et c'est tout à fait normal, là, c'est de se dire, mais là, voyons, si je me permets de manger ça, je vais en manger à l'infini. Mais oui, si en fait, ça se peut que vous en mangez beaucoup de sucre si ça fait 1 mois que vous vous empêchez d'en manger. Mais par contre, avec le temps, ça va s'estomper, cette habitude-là, parce qu'on veut vraiment normaliser l'aliment. Donc, c'est un petit peu des habitudes à défaire, là, tout ça, mais tu sais, si on a autant accès, par exemple, à un aliment sucré qu'aux fruits et légumes, l'aliment, il va devenir normal autant que les autres, puis on va en manger. Puis comme Isabelle a dit, hein, on a besoin d'une plus petite quantité pour se satisfaire que si on se prive pendant 1 mois, puis que là, on en mange beaucoup parce qu'on ne sait pas c'est quand la prochaine fois qu'on va en manger, là, finalement. Fait qu'on en mange le plus possible. Mais quand il est toujours présent, l'aliment, ben, on dirait que cette envie-là d'en consommer beaucoup est moins là. Si je peux renchérir, Amélie, il y a des études qui ont démontré que des personnes qui vont avoir une alimentation qu'on dit intuitive, là, qui vont vraiment aller à l'écoute de leur sentiment de satiété, qui vont vraiment manger ce dont ils ont envie quand ils en ont envie, bien, dans les faits, leur poids est plus stable, donc ils ont moins de poids, un poids qui varie. Et tu sais, moi, ce que je dis toujours que ces études-là ont démontré, là, quand je le vulgarise, c'est que ben, même si on a l'impression que notre adolescent va manger des pizzas pochettes tous les jours de sa vie pour le reste de sa vie, après quelques jours à avoir mangé des pizzas pochettes, il va se tanner de manger des pizzas pochettes, puis il va juste avoir envie de manger les bonnes crudités que sa mère a préparées. D'accord? Donc, c'est ça aussi, quand on interdit, on a envie de plus en manger, mais quand les aliments, Amélie, tu l'as bien dit, sont accessibles, souvent, on va finir par y aller là aussi de façon naturelle. Et dans les aliments accessibles, il y a un élément là que souvent c'est la facilité.
D'accord? Donc, si, et quand on préparait la présentation de ce soir, Dr. Pesan disait, ben, c'est sûr que moi, ça me demande un effort, là, parce qu'elle a 3 adolescentes. Puis là, elle dit, ben, tu sais, il faut que je les prépare, mes crudités, puis qu'ils soient faciles dans le frigo. Donc, des fois, le dimanche soir, elle fait ça, puis elle n'a pas trop envie de le faire. Mais puisque ces crudités sont préparées, mais quand ces filles sont en train de faire leurs devoirs ou tout ça, plutôt que d'aller vers les chips qui sont facilement accessibles pour, tu sais, compenser quand on a une petite faim, elles vont aller vers les crudités qu'elle va sortir et mettre sur la table. Donc, souvent, il y a des aliments aussi vers lesquels on tend plus naturellement parce que c'est plus facile de les manger. Puis si on prépare des choses, donc des muffins maison, des choses comme ça, mais nos ados, ça va être facile pour eux de manger ça et ils vont peut-être préférer manger notre muffin, nos crudités, que de manger les biscuits aussi. Est-ce que je peux ajouter quelque chose, Amélie? Ben oui. Oui. En fait, je vais donner un exemple de la maison même. J'essaie justement d'inculquer ça à mes propres enfants qui sont encore petits, mais je vais faire des petits plats, là, je sais pas, une petite collation de soirée en écoutant un film. Puis souvent, dans ce plat-là, ben, je vais mettre, je sais pas, des petites tomates cerises, des petits morceaux de chocolat, des raisins. J'essaie de varier là, un peu quelques petits jujubes à travers. Puis, c'est accessible, là, tout est là devant eux. Puis souvent, ce qui part en premier, ben, ça va être les tomates, ça va être les raisins, ça va être les petites carottes que je vais avoir mis. On dirait que justement, tu te sens un peu béni, ben pas béni, parce que je veux dire, c'est pas à large à volonté, mais l'accessibilité est là. Fait que c'est pas un besoin absolu qu'ils ont de tout de suite sauter là-dedans versus des petits amis qui viennent des fois à la maison que j'ai vu que, tu sais, eux autres, oh non, moi, nous, on mange pas de chips à la maison. Ben, les petites fêtes d'amis, tu sais, avant COVID, on avait le droit encore de faire ça. Les fêtes d'amis, ben, on sortait les chips pour la fête, puis c'était les premiers à sauter dedans. Là. Fait que je trouve que c'est très révélateur. Là. Ça parle vraiment beaucoup, même au quotidien. Empêcher un enfant de manger quelque chose, c'est ça. Un enfant, un ado, on voit vraiment les répercussions là, par la suite. Je voulais juste renchérir avec un exemple. Merci, Amélie. Ben oui, merci à toi. C'est un bon exemple. Puis le commentaire de Madame Saint-Pierre aussi, de mon côté, je parle d'aliments nutritifs, trouver un équilibre pour nourrir son corps. C'est effectivement une très bonne piste aussi. Merci, Madame Saint-Pierre. Donc, si je poursuis, si on parle de quelle quantité on doit manger, on l'a abordé un petit peu, hein, vous voyez, l'alimentation, c'est vraiment un sujet qui se recoupe. Mais vous vous rappelez au début, là, quand on parlait de se demander pourquoi on mange, ben, c'est en lien avec les signaux de satiété. Si, par exemple, on se demande cette question-là et puis on se dit, ben, j'ai faim. Bon, ben maintenant, c'est de savoir, est-ce que j'ai juste un peu faim ou j'ai très, très faim? Bon. Et là, ça va nous permettre, en fait, de savoir quelle quantité manger. Ça a l'air simple, mais ça ne l'est pas, parce qu'on est vraiment déconnecté de ces signaux, puis c'est vraiment un réapprentissage qu'on doit faire. T'sais, on est tous avec des hormones qui permettent de contrôler nos signaux de faim-satiété. Là, finalement, quand on a faim et quand on n'a plus faim, notre corps se régule lui-même. J'ai perdu ma présentation. Vous la voyez encore, hein, je pense? Oui. OK. Oui, on la voit encore, Amélie. Parfait. Donc, c'est ça. Je disais que on est avec ça, ces signaux-là, puis avec le temps, on a un horaire qui vient nous... qui s'apporte avec le temps, des contraintes, bon, un environnement particulier. Donc, bref, on s'éloigne de ces signaux-là. Mais ils sont encore là, puis c'est juste de se ramener vraiment à eux, puis qu'on commence à les écouter tranquillement, qui vont permettre vraiment de mieux comprendre qu'est-ce que notre corps a besoin. Est-ce que j'ai besoin de manger une petite collation ou j'ai vraiment besoin de manger un bon repas? Et puis, ceci étant dit, la tête et le corps, hein, souvent, c'est un peu mêlant, là, mais le corps, ce qu'il veut, c'est pas nécessairement ce que la tête veut. Et c'est vraiment important de suivre ce que le corps veut. Parce que la tête, elle
elle a peut-être d'autres idées en tête, là. Si, par exemple, quelqu'un veut perdre du poids, puis là, elle se dit, ah non, mais tu sais, j'ai très faim, mais je veux perdre du poids, donc je vais me restreindre et moins manger. Alors, on prend un plus petit repas, mais notre corps, lui, il n'a pas été satisfait. Alors, il va continuer à nous envoyer des signaux, puis veut pas, ça nous rattrape. Puis plus tard, ben, ça se peut très bien qu'on mange plus parce que finalement, on n'avait pas répondu à notre besoin à la base. Fait que c'est pour ça que c'est important de vraiment revenir à ce que notre corps nous dit. Puis vraiment, il est bon pour se réguler là, lui-même. Puis, si je vous parle plus d'envie de manger, parce que supposons qu'on se pose la question pourquoi je mange et qu'on n'a pas vraiment faim, mais mon Dieu, c'est vendredi, puis la semaine a été longue, puis bon, on veut, c'est comme une habitude, là, on mange un sac de chips pour se récompenser. Puis c'est bien correct, hein, tu sais, on n'est pas dans la privation ici, on peut en prendre. Mais ce qu'on peut faire, c'est se servir un bol de chips. Puis, c'est intéressant d'observer quand on mange les chips, qu'est-ce qui se passe au fil du temps. C'est-à-dire, est-ce que mes chips sont toujours aussi bonnes 30 minutes après que j'ai commencé à en manger ou j'en mange machinalement parce que je suis en train de faire d'autres choses, j'écoute un film justement, puis ça passe tout seul. Ou est-ce que je mange très, très vite? Est-ce que je les savoure vraiment, mes chips? Tu sais, j'avais vraiment envie d'en manger, mais est-ce que j'en profite, là? Je suis en train d'en manger. Mais des fois, on s'en rend pas compte, puis ça va plus vite qu'on pense. Fait que finalement, on peut se retrouver à manger des assez grosses quantités, alors que c'est pas nécessairement nécessaire, là. Parce qu'une petite quantité peut être satisfaisante si on prend vraiment le temps de la savourer, puis de la manger plus lentement. Si on Avez-vous des commentaires, questions jusqu'à maintenant? Non? D'accord. Alors, je poursuis. Petite mise en situation ici. Donc, il est 21 heures. Votre ado rentre chez vous après son corps de travail. Il a faim. Puis, il choisit de manger des biscuits. Donc, il prend la boîte puis il monte dans sa chambre. Ça serait quoi votre réaction? Puis est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait à l'aise d'ouvrir son micro puis de nous dire là, très spontanément, ça serait quoi sa réaction? Probablement qu'il y a des gens ici à qui ça arrive, là. Ben, moi, c'est Catherine. Ma réaction, ça serait de dire tu peux manger des biscuits, mais tu laisses la boîte ici, tu t'en prends quelques-uns, puis c'est plus pour limiter la quantité. C'est intéressant, merci. Mm. Est-ce qu'il y en a qui auraient Oui, moi, de mon côté, je vais la référer à c'est quoi le tableau des valeurs nutritives là, sur l'emballage. Je veux dire, bon, ben, c'est quoi la portion, tu sais, c'est quoi la portion recommandée. Puis ça fonctionne tout le temps. Fait que c'est souvent 2. Alors, elle en prend 2. Mais c'est depuis qu'elle est jeune qu'on réfère au tableau. Souvent, c'est pour qu'elle soit consciente de c'est quoi les ingrédients, qu'est-ce que ça comporte, tu sais, c'est quoi les protéines, les sucres, tout ça. Mais c'est vraiment de dire, ben, tu peux peut-être te limiter à ce que ça. Puis la nourriture dans la chambre, nous autres, on n'est pas d'accord avec ça. T'sais, on mange soit à la cuisine ou au salon, ça peut être devant la télé quand on regarde un film, du popcorn, des trucs comme ça, mais on ne mange pas dans nos chambres à la maison. Puis pouvez-vous, si vous êtes à l'aise, là, nous expliquer pourquoi cette règle-là à la maison, que je trouve très intéressante, là? Écoute, j'ai même pas pensé. Je viens juste d'en prendre conscience, mais moi, en tout cas, j'ai jamais, même moi, dans mon enfance, mon chum, on faisait pas ça. On mangeait, nous, on mangeait en famille. On mangeait une collation, des fois le soir avant de se coucher, des trucs comme ça, mais c'était jamais dans notre chambre. Comme il n'y a pas de télé à la chambre, puis il n'y a pas d'ordinateur à la chambre non plus. Tu sais, c'est un peu. La chambre, c'est faite pour dormir, puis se reposer, là, particulièrement. D'autres réactions? Non? Ma filleule, elle, ce qu'elle faisait, c'est que quand sa mère lui avait interdit
l'avait limité, puis tout ça, parce qu'elle voyait qu'il y avait une prise de poids, tu sais. Puis là, ben, elle se rendait compte qu'il fallait qu'elle fasse quelque chose, mais il fallait qu'elle soit délicate dans la façon de le nommer. Fait qu'elle avait justement limité les produits sucrés, puis les amener dans sa chambre. Puis elle s'est rendue compte, en faisant le ménage, changeant les draps, qu'il y avait des boîtes de Smarties, il y avait des morceaux de, il y avait des morceaux de biscuits, il y avait des jus, tout ce qui était sucré, là, même si elle limitait l'accessibilité, il y avait des choses cachées dans sa chambre. Il y a ça aussi que je me questionne un peu quoi faire avec ça. Isabelle, si tu as quelque chose à dire, je te laisserai commencer. Il y a beaucoup de choses qui s'est dit, là. Oui, c'est ça, beaucoup de choses. La dernière personne qui vient de parler, j'ai peut-être envie qu'on le reprenne ensuite parce que le comportement est différent. Mais j'ai beaucoup aimé l'idée que vous avez amenée de dire, mais on va le faire à table, on va le faire ensemble ou de ne pas manger dans la chambre. C'est pour ça que je questionnais la dame qui a parlé sur le pourquoi de la règle, parce que je trouve ça intéressant parce que c'est une excellente réponse de parents que vous avez fournie, c'est-à-dire pourquoi je ne le sais pas, parce que c'est comme ça. Et ça, c'est super. OK? Toutes les règles dans une famille ne peuvent pas être comme ça, surtout avec des adolescents, parce qu'ils vont argumenter puis ils vont vouloir le savoir, le pourquoi du comment. Puis, c'est important de permettre d'expliquer pourquoi certaines règles sont là, la logique et tout. Mais c'est aussi correct d'avoir des règles qui sont comme ça parce que c'est comme ça. Et donc, dans l'exemple que vous avez nommé, de dire, ben nous, c'est comme ça, on ne mange pas à la chambre et tout, ça peut être une bonne façon, puis la dernière personne qui a intervenu aussi, c'était ça, la nouvelle règle mise en place, là, de dire, c'est une bonne façon de limiter un peu ce qu'on mange, puis c'est une bonne façon aussi de permettre un certain contrôle, si je peux dire, de l'alimentation. Je vais utiliser le terme plus surveillance, d'accord? Et donc, de s'asseoir à table avec notre ado qui vient de revenir de travailler, puis de manger peut-être des biscuits avec lui en discutant de son corps de travail, comment ça s'est passé et tout, ça va probablement permettre tout naturellement que votre adolescent mange moins de biscuits que s'il était parti avec la boîte, puis que là, il avait été sur les médias sociaux en train de manger ses biscuits tout seul dans sa chambre. Vous comprenez? Donc, l'aspect de portion plus raisonnable va s'instaurer probablement graduellement et ça va vous permettre de passer un temps agréable avec votre jeune, de discuter avec lui, tout ça. Puis là, il y a toutes sortes de techniques aussi, là, bon, les valeurs nutritionnelles, tout ça, ou de la portion sur la boîte qui ont été nommées. Puis ça, Amélie, j'aurais peut-être envie de t'entendre par rapport à ça. Oui, ben en fait, quand on regarde les valeurs nutritives, hein, ça dépend, j'aurais tendance à dire ça dépend, c'est dans quel but, parce qu'il faut faire attention, encore une fois, de ne pas catégoriser les aliments. Si on regarde les valeurs nutritives, puis ce qui nous vient en tête, c'est, regarde, c'est calorique ou, bon, il y a beaucoup de sucre, beaucoup de gras à l'intérieur. Ça peut peut-être, puis je ne sais pas là, si c'est votre cas, c'est celle qui a donné le commentaire, mais ça peut apporter peut-être un sentiment de culpabilité par rapport à consommer ces aliments-là. Puis c'est pas nécessairement ça qu'on veut. Mais je comprends le fait que vous voulez, vous êtes consciente que c'est peut-être correct de ne pas juste manger des biscuits, puis peut-être en J'avais prendre une l'impression quantité que c'était raisonnable. amené, là je m'excuse Amélie, je t'interromps, j'avais vraiment l'impression que c'était amené aussi dans une idée d'être conscient de ce qu'on mange et d'avoir une alimentation équilibrée. Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Puis ils apprennent à l'école, hein, au primaire, là, ils ont eu en classe des cours un petit peu là-dessus dans le mois de la nutrition, je pense que c'est le mois de mars. Je me rappelle au primaire, là, ils sont rendus au secondaire, puis ils font du travail aussi sur les saines habitudes de vie en éducation physique, tout ça. Fait que moi, c'est vraiment dans un esprit de prendre conscience que quand un jour tu vas faire ton épicerie, ben, tu sais, tu vas peut-être regarder, là, qu'est-ce que ça comporte, puis tu feras des choix éclairés, c'est tout, tu sais. Oui. C'est vraiment pas dans un but de contrôle, puis de dire, oh, il y a trop de sucre là-dedans. Même des fois, tu sais, ça va être, oh mon Dieu, ouais, il y a beaucoup de sel, hein? Tu sais, le sel, on en parle rarement. Mais, fait que, tu sais, c'est vraiment plus pour ça que je l'amène, là. C'est vraiment pas dans une idée de contrôler, justement, là. Parce que chez nous, il y a de tout chez nous. Il y a de tout, puis c'est ça. C'est un peu ce que j'allais dire aussi, puis c'est d'amener une éducation alimentaire, puis que c'est très correct de manger à l'occasion des aliments qui sont trop salés.
qu'on ne va pas mourir de ça, puis on le sait, donc c'est tout. Là. Puis c'est juste que le sachant aussi, on va peut-être avoir tendance à se dire, ben, je ne consommerai pas juste ça parce que j'ai un principe d'alimentation équilibrée. Je te laisse poursuivre, Amélie, là, j'ai tendance à intervenir. Non, c'est correct. En fait, c'est là que je m'en allais, là, tu sais, de dire, d'être conscient, en fait, de ce que l'aliment contient. Bien, ça peut nous permettre d'avoir un meilleur équilibre là, dans notre assiette, par exemple. Là. Supposons qu'on peut se mettre 2 biscuits, puis on peut compléter, là, si on a un peu plus faim, là, avec du yogourt ou des morceaux de fruits, juste pour, justement, essayer d'avoir un équilibre dans ce qu'on mange. Il y avait aussi le fait hein, que, bon, l'ado, il monte dans sa chambre. Je voulais juste ajouter que on en a parlé un petit peu, là, mais les écrans, hein, des fois, qui se trouvent dans la chambre, si on monte avec la boîte, ben, ça se peut le jeune soit déconnecté un petit peu, puis qu'il mange sans trop s'en rendre compte. Fait que d'où la pertinence aussi de rester à table, puis de prendre un moment justement pour se connecter avec les gens qui sont autour de nous, ou du moins à ce qu'on est en train de manger. Là, ça peut être une façon d'être conscient finalement de la quantité qu'on mange. Là. Puis peut-être aussi, nous, comme parents, supposons là, que notre adolescent est en train de manger ses fameux biscuits. Il ne mange pas dans la chambre parce que c'est ça la règle chez nous, mais il mange en regardant son téléphone. Et là, on trouve qu'il en a mangé pas mal de biscuits. Mais une façon simple là, de intervenir là-dessus, sans intervenir là-dessus, c'est juste d'aller s'asseoir puis de s'intéresser à ce que notre adolescent est en train de faire sur son cellulaire, avec qui il parle, peu importe, c'est quoi qu'il regarde et tout, puis d'engager la conversation sur ce qui est en train de se passer plutôt que sur le nombre de biscuits. Puis en discutant, en fait, ce que vous allez être en train de faire là, c'est d'enlever le focus de votre adolescent sur son téléphone, tout ça, de lui redonner un peu plus conscience, donc de le reconnecter. Et probablement qu'il va arrêter d'en manger des biscuits parce qu'il va discuter avec vous, parce qu'il va se sentir plein, tout ça. Puis c'est une bonne façon, c'est un exemple que vous pouvez appliquer à d'autres situations, mais sans intervenir sur la nourriture pour ne pas envoyer un message qui pourrait être mal perçu, parce que des fois, nos messages sont pleins de bonnes intentions, mais notre adolescent ne retient pas ce qu'on voudrait qu'il retienne. Et donc, c'est qu'on prend un moyen détourné pour arriver à nos fins. Je me demandais aussi, excusez-moi, j'ai une autre petite question, mais il y a aussi le fait que quand on fait l'épicerie, c'est pour toute la famille. Il y a une question aussi de partage. Les biscuits ne sont pas réservés à un individu dans la famille. Puis il y a aussi comme, ben, tu peux-tu en laisser pour les autres? Tu sais, pas dans le sens de arrête d'en manger parce que c'est pas bon pour toi, mais plus comme, ben, peut-être que tes frères et sœurs, tes parents aimeraient ça aussi en avoir un petit peu là, cette semaine, des biscuits, tu sais. Fait qu'il y a peut-être aussi ce concept-là de solidarité, de partage dans la famille, là, je sais pas. Et c'est vraiment intéressant. Puis, tu sais, je vous remercie vraiment de votre commentaire parce que c'est un très bon exemple de moyen détourné, comme je disais. Mais c'est vrai aussi, moi aussi, je vais en manger des biscuits. C'est seulement mon fils ou mon conjoint qui les mange, je vais trouver ça poche, là. D'accord? Puis de l'amener comme ça en disant, hey, j'en veux, moi aussi, tu m'en laisses. Mais c'est vraiment une excellente stratégie. Puis c'est une façon aussi d'avoir une alimentation plus équilibrée. J'aurais peut-être envie d'essayer de répondre à la dame aussi sur les aliments cachés. Et la première réaction que j'aurais, moi, de découvrir des aliments, des Smarties, puis tout ça, là, des emballages cachés dans la chambre de mon enfant, ce serait d'en discuter avec lui. Puis d'ouvrir vraiment le dialogue pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Puis essayer de comprendre avec lui, puis de travailler avec lui aussi, parce que là, bon, dans cet exemple-là, il y avait un problème de poids qui s'emballait, là, de prise de poids peut-être un peu trop importante, discuter avec le médecin, tout ça. Puis, donc, mais tout dépendamment de l'âge de l'enfant, on peut comprendre plus ou moins, être plus ou moins d'accord, mais j'aurais vraiment, ma première intervention serait de dire, bon, on va en discuter ensemble, puis on va essayer de comprendre, puis de trouver peut-être des compromis aussi. Tu sais, si l'enfant dit, mais moi, je trouve ça trop difficile, puis là, j'en mange en secret, mais donc, j'en mange probablement plus et tout ça. Mais d'essayer de discuter avec lui puis de trouver une façon pour qu'il ait encore accès à ces aliments-là, mais dans une perspective, une proportion raisonnable considérant sa santé puis de convenir d'un plan de match avec lui. Là, je ne sais pas qui avait posé la question, mais est-ce que ça vous répond? Oui, tout à fait, merci. Puis Amélie, est-ce que tu avais des éléments à ajouter? Moi, je trouve que tu as super bien répondu, très intéressant. Merci beaucoup à ceux qui ont participé. Chloé, tu voulais dire quelque chose? Oui, on a une question dans le chat.
On a une personne là, qui demande est-ce que lui proposer de manger son souper ou son repas avant de manger les biscuits serait OK? Oui, absolument. Un peu dans le même principe, hein, qu'on veut garder un équilibre dans notre alimentation. Si on se rappelle de l'assiette, là, l'assiette, ben, ce serait le repas principal finalement, puis les biscuits, ça peut être un peu l'aliment qui nous fait plaisir, là. Fait que ça fait partie d'un équilibre alimentaire, puis ce serait tout à fait adéquat, là. Ça répondait à la Donc, question? J'imagine que oui. parfait. Si on poursuit avec qu'est-ce qu'on mange? Quand est-ce qu'on mange, en fait? Quand on a faim, oui. Mais en famille, c'est quand même pertinent d'avoir une routine familiale. J'aimerais aborder le sujet du grignotage parce qu'en pandémie, avec le télétravail, les cours en ligne, le frigo, le garde-manger sont jamais bien loin, puis c'est quand même assez facile là, d'aller se procurer des aliments. Le problème avec le grignotage, en fait, c'est que de manger un petit peu toute la journée, on n'a jamais pas faim, puis on n'a jamais très faim. Fait que ça nous. Puis on mange souvent en faisant autre chose aussi. Fait que ça nous déconnecte de nos signaux de faim et satiété. Puis ça fait en sorte que souvent les aliments qu'on va choisir, ils répondent pas nécessairement à l'équilibre, hein, l'assiette là, qu'on vous parlait plus tôt, là, à cet équilibre-là. Donc, puis étant donné qu'on veut, à la fin de la journée, idéalement, avoir mangé une variété d'aliments, puis si on grignote, tu sais, ce qui est à portée de main, là, fait que craquelin, ça peut être des chips, bon, peu importe, ça peut ne pas répondre à cet équilibre-là. Fait que le principe d'avoir une routine familiale, en fait, c'est on conseille d'avoir 3 repas par jour, puis des collations au besoin. Ça permet vraiment de planifier son repas, de s'asseoir, de le manger, de prendre le temps de se connecter avec ses signaux, puis avec les gens autour de nous. Puis en même temps de mieux représenter, là, si possible, l'assiette santé. Puis ben, le but, c'est toujours de combler hein, autant le plaisir de se nourrir, en fait, le besoin de se nourrir, le plaisir de manger et le besoin de se réunir. Isabelle, j'avais l'impression que tu voulais ajouter quelque chose. Oui, mais puis les repas deviennent aussi un prétexte pour passer un bon moment en famille. Tu l'as bien mentionné. Puis tu sais, souvent nos adolescents, que tu sais, on leur dit est-ce que tu as eu une bonne journée? Wow. Puis que c'est ça leur réponse, c'est tout. Tu sais, des fois, c'est difficile d'aller chercher une discussion soutenue avec eux, mais le repas, c'est un excellent moyen, une excellente façon d'avoir un moment, un échange avec son ado. Tu as indiqué pas de cellulaire, pas de télévision. Puis des fois, puis dans des familles avec lesquelles j'ai travaillé là, pour des problématiques de troubles alimentaires, c'est l'une des choses qu'on fait, là, de remettre, si ça n'était pas déjà là ou si c'était perdu, le repas en famille. Puis bon, dans la vie, là, généralement, pas en COVID, là, le dîner, c'est pas possible parce qu'on bon, on travaille, les enfants sont à l'école, mais le déjeuner, souper le plus possible. Et à la clinique des troubles alimentaires, on le fait vraiment dans une perspective aussi de s'assurer que la jeune fille va recommencer à se réalimenter, tout ça. Mais là où je veux en venir, c'est que toutes nos familles conservent ou à peu près cette habitude-là par la suite. Donc, si c'est des familles qui n'avaient pas cette habitude-là avant, elles vont la garder. Puis la raison pour qu'elles nous disent, c'est ben, c'est agréable, ça nous permet de se voir. Et un souper en famille, c'est pas vrai que c'est 45 minutes à tous les soirs dans la vie familiale très serrée qu'on a. Des fois, ça va être 10, 15 minutes, puis surtout des ados, des fois, ça va manger rapidement. Mais juste de prendre le temps de s'asseoir, ça devient un prétexte pour passer du temps ensemble et s'informer, savoir comment vont nos enfants. Puis, l'idéal, c'est tous les jours, au moins le déjeuner, le souper. Mais c'est pas vrai non plus que, tu sais, avec le soccer, les activités, les ci, les ça, ça se peut qu'il y ait des soupers, que ce soit pas en famille, à l'occasion. L'idée, c'est de tendre vers ça le plus possible. Exactement. Merci, Isabelle. Ça terminera un petit peu le... Oh, on a une question.
Oui, en fait, moi, je me demandais par rapport au déjeuner. J'ai une adolescente qui dit qu'il n'a jamais faim le matin puis qu'elle préfère manger plus à sa collation vers 10 heures. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on interagit avec ça? En fait, j'aurais tendance à dire qu'à la base, on veut vraiment suivre ses signaux, dans le sens que si elle se lève le matin et qu'elle a mal au cœur, je la forcerai pas nécessairement de manger. Puis, à savoir si à sa collation, elle peut manger tu sais, est-ce qu'elle a 5 minutes pour manger ou elle aurait quand même le temps de manger une collation là, tu sais, qui la satisfait jusqu'au dîner? Il y a quand même plusieurs points qui peuvent être abordés là, dans cette question-là. Je sais pas, Isabelle, si tu veux renchérir sur un point. Non, mais en fait, je serais curieuse d'entendre la réponse de madame. Est-ce qu'elle a l'impression que sa fille collationne suffisamment par la suite ou non? En fait, il faudrait que je lui pose des questions. Je ne sais pas si elle mange comme il faut, là, mais je sais que le matin, elle dit qu'elle n'a jamais, jamais faim, puis il faudrait que je la force. S'il faut qu'elle mange, là. Puis je pense qu'Amélie, tu le mentionnes bien, en fait, je trouve ça intéressant votre réponse, puis c'est tout à fait normal comme réponse, là, mais de dire ah ouais, tu sais, je pourrais en parler avec elle. Pour moi, ça, c'est déjà quelque chose de super intéressant qui ressort ce soir. Et ensuite, tu sais, de voir, mais si effectivement, elle n'a pas le temps, tu sais, il y a des écoles où ils ont une pause de 5 minutes le matin, ils ne peuvent pas manger dans les cours et tout, mais là, c'est peut-être pas une bonne idée qu'elle ne mange pas avant l'heure du dîner. Donc là, j'aurais tendance à voir avec elle, mais est-ce qu'il y a des aliments qu'elle va préférer manger? Peut-être que 2 œufs bacon en seulement, c'est pas pour elle, mais peut-être qu'un smoothie, à ce moment-là, ça passerait mieux. Donc, des fois, il y a des opportunités comme ça qu'on pourrait saisir, présenter d'autres aliments. Puis peut-être aussi que c'est très correct qu'elle ne déjeune pas beaucoup, mais qu'elle prenne une bonne collation soutenante par la suite. Je ne sais pas, Amélie, si tu es d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec ça, oui. Puis ça arrive souvent, hein, les ados, on entend souvent ça. Puis même les adultes, là, on n'a pas faim le matin, c'est tout à fait normal. Puis si on est capable de retarder un petit peu le moment où on mange notre premier repas, puis qu'on a le temps de manger un repas qui nous soutient jusqu'au dîner, là, ce serait l'idéal. Puis comme tu dis, Isabelle, hein, de vraiment en parler finalement avec son jeune, là, s'il n'y a pas une, euh, une solution qu'on pourrait trouver là, pour avoir une collation soutenante. Est-ce que ça répond un petit peu à la question? Oui, merci. Puis c'est une bonne idée, les smoothies. Peut-être que ça va mieux passer. C'est tendance en plus, d'habitude, les jeunes aiment ça, là. Super. Fait que s'il n'y a pas d'autres questions, je passerai à la deuxième partie qui est un petit peu plus sur l'image corporelle. Ça semble bien. D'accord. Donc, au niveau de l'image corporelle, en fait, il y a l'image corporelle, c'est quoi? Avant de commencer, c'est l'image qu'on a de son propre corps, finalement. Puis c'est une image qui peut varier dans le temps. C'est-à-dire que selon différents facteurs qu'il y a autour de la vie de l'ado, ça peut faire en sorte que l'image qu'il a de soi varie. Parmi ces facteurs-là, il y a les parents, bien sûr, hein, qu'on en parlait au début de la présentation. Le fait que, en fait, le propre regard qu'un parent a sur son corps va influencer les pensées finalement du jeune et son habitude et sa propre image en fait de son corps. Les écoles, hein, les écoles, c'est un endroit où il y a beaucoup, beaucoup de comparaisons entre les amis, tout ça. Puis je peux pas passer sous silence aussi que le corps, hein, c'est souvent un sujet d'intimidation à l'école. Puis c'est important de le dénoncer si ça arrive, d'en parler. Parce que ça peut vraiment amener un sentiment de culpabilité chez le jeune, puis c'est pas, c'est vraiment pas ce qu'on souhaite là, finalement par rapport à l'image qu'on a de soi. Il y a les médias aussi. En fait, les médias ils ont des modèles préconçus de beauté, donc qui vont influencer la propre image qu'on a de nous. Encore une fois, d'en parler, de dénoncer, en fait, collectivement, je pense, ces habitudes-là là, que les médias ont, ça permet de sensibiliser finalement les ados
au fait qu'il existe plusieurs modèles de beauté. J'avais envie de vous parler du concept du poids naturel. Peut-être juste avant, Amélie, oui. Puis je ferai un lien avec, tu sais, tu as introduit la présentation aujourd'hui en demandant aux parents de réfléchir à eux, leur propre relation avec leur alimentation et leur corps. Puis un peu la même chose aussi avec ce qu'on entend dans les médias, les images que nos jeunes voient sur les médias sociaux et tout ça. Ce que je trouve important de spécifier, moi, c'est que c'est pas, tu sais, puis Amélie, tu l'as bien mentionné, là, c'est un ensemble de facteurs. Puis, je pense que comme parents, c'est important d'être sensible aussi au message qu'on envoie à nos ados sans s'en rendre compte. Puis, je vais vous donner, quand j'ai commencé là, comme professeur, moi, je travaille sur les troubles alimentaires. Je fais de la recherche là, sur les troubles alimentaires, surtout chez les préadolescents. Puis je parlais de ça avec une collègue de travail qui est absolument une mère fantastique, là, une collègue vraiment fabuleuse et tout ça. Puis moi, je l'entendais beaucoup parler du fait que, bon, ben, depuis sa deuxième grossesse, elle n'a jamais repris son poids comme d'avant, puis qu'il faut qu'elle fasse attention à ce qu'elle mange et tout ça. Puis, là, quand on discutait de mes projets de recherche, elle me disait, mais Isabelle, elle dit, c'est fou comment ça commence tôt. Ma fille me dit qu'elle n'aime pas ses cuisses, puis qu'elle a des grosses cuisses, et sa fille avait 12 ans à l'époque. Elle disait, je comprends pas où est-ce qu'elle a pris ça, puis tout ça. Puis moi, je me disais, oui, mais moi, je t'entends parler de ton corps, je t'entends porter des jugements sur ton corps, sur ton apparence, sur ton poids de grossesse et tout. Mais ta fille les entend aussi, ces commentaires-là. D'accord? Et comme j'ai commencé à vous dire, c'est une maman fantastique, là. Mais c'est juste que souvent, dans notre discours, on va avoir ce type de vocabulaire-là. Et c'est normal que nos adolescents vont intégrer aussi ce vocabulaire-là, tout comme ils vont intégrer des messages, tu sais, des médias, ce qu'on voit dans les médias sociaux, dans les médias aussi, tout ça. Donc, l'idée, c'est pas de se culpabiliser par rapport au fait qu'on a peut-être parlé de son apparence physique, c'est juste d'en être conscient. Puis si on se rend compte qu'on en parle beaucoup, mais peut-être de revisiter son discours par rapport à ça, puis ça va influencer notre adolescent. Mais vraiment, je ne veux pas que vous vous culpabilisiez, c'est normal, là. Tout le monde fait ça. Donc, c'est vraiment juste d'en être conscient, puis peut-être graduellement de changer son discours ou d'en parler ouvertement aussi avec notre adolescent. Oui, merci Isabelle. J'aime beaucoup ce que tu as dit à la fin, là, vraiment de ne pas culpabiliser. Là. On fait tous ces horreurs-là. Là. Mais d'en prendre conscience, des fois, ça peut nous amener graduellement là, à changer certaines parties de notre discours, du moins. Donc, je voulais apporter avec vous le sujet du poids naturel. En fait, je vais vous lire la définition. Le poids naturel est différent pour chacun. Il s'agit du poids auquel notre corps tend à vouloir revenir par lui-même sans qu'on y accorde trop d'efforts. Ça peut sembler un petit peu nébuleux comme définition, mais en fait, si je peux l'expliquer dans des mots plus simples, on a tous un corps différent, avec une génétique différente, et notre corps, le poids auquel il est bien, auquel il a une bonne énergie, qui se sent bien au quotidien, ce poids-là, il est différent pour tout le monde. Et même si on veut essayer de le modifier, que ce soit pour perdre du poids ou pour en gagner, ou bref, pour modifier son corps, si on essaie de le modifier avec notre tête, ben, il va y avoir un conflit entre notre corps et notre tête. C'est-à-dire que notre corps, il va toujours vouloir revenir à son poids où est-ce qu'il est bien. Donc, peu importe ce qu'on essaie de contrôler avec notre tête, ben, c'est super difficile à faire, voire impossible là, à tenir au long terme. Et voilà, on y peut pas grand-chose finalement, mais c'est difficile à accepter. Mais en fait, je pense que on met beaucoup l'importance sur le poids de nos jours, puis je pense qu'on devrait un petit peu défocuser finalement l'attention sur lui, puis plus se centrer sur les talents, hein, les talents que nos ados ont, leurs qualités, leurs ambitions dans la vie. Il y a tellement d'autres choses sur lesquelles on peut focuser avec notre jeune que le poids. Puis que c'est ça, je crois que ça doit, on peut le mettre un petit peu de côté parce que, en fait, quelqu'un qui n'aime... Ah, je vais y revenir.
Isabelle, si tu voulais ajouter quelque chose, je te voyais. Non? OK. Non, Parfait. Donc ici, j'ai mis une image de équilibre. Donc, mise sur ce que ton corps peut faire, pas sur ce qu'il a l'air. C'est un petit peu ce que je viens de vous dire. Hein. On a tous des corps différents, puis on peut miser plus sur ce qu'il peut faire, finalement. L'image le dit bien, sur ce qu'il peut faire et non ce qu'il a l'air. Moi, je me rappelle d'un exercice là, qu'on avait fait. C'était de... Il y avait un professeur qui nous demandait là, qu'est-ce que vous aimez de votre corps? Puis la plupart des gens répondaient hein, ah, moi, j'aime beaucoup mes cheveux bruns, puis moi, j'aime beaucoup mes longues jambes, ah, moi, mes yeux bleus, mon sourire. Mais quand est-ce qu'on va dire, ah, moi, tu sais, j'aime beaucoup mes mains parce qu'elles me permettent d'écrire, j'aime beaucoup mes yeux parce que je peux voir. On dirait que ces choses-là, on les oublie un petit peu plus, puis on se concentre beaucoup sur l'apparence physique. Fait que juste des fois, d'essayer de le remarquer, puis de faire varier un petit peu notre discours, là, ça peut apporter du positif. C'est de relativiser tout ça aussi, c'est l'importance accordée à ces sphères-là parce que, tu sais, moi, puis je dis toujours aux jeunes filles avec qui je travaille, je te dirais jamais que l'apparence, c'est pas important, c'est pas vrai. Nos adolescents sont préoccupés par l'apparence. Et je pense ici que si on faisait un sondage, là, à main levée, il n'y a pas personne qui me dirait non, non, moi, je me soucie jamais, jamais dans ma vie de mon apparence. C'est pas vrai, ça. D'accord? Donc, de dire à un adolescent, ah, c'est pas important, il va nous regarder puis il va dire, ben, c'est pas vrai ton affaire. OK? Donc, oui, c'est important. Mais est-ce que ça a toute l'importance et toute la place que tu lui accordes? Ça, je suis pas certaine. Et donc, tu sais, toi, au contraire, ton corps, tu sais, t'es plus musclé, tout ça, t'es vraiment bonne dans les sports, mais ça, c'est super. Donc, c'est vraiment cette idée-là de variété que Amélie amène dans ce moment. J'ai juste mis une petite mise en situation. Hein. Mon ado partage sa photo de finissant sur les réseaux sociaux. Quel genre de commentaires on remarque en général sous les photos? Est-ce que quelqu'un veut répondre? Wow, t'es belle! Ça résume bien les commentaires qu'on y voit. Ben, un peu dans le même principe. Là, oui, Annick aussi qui dit wow, t'es beau, t'es belle. Est-ce qu'on peut varier? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Avez-vous une idée là, de qu'est-ce qu'on pourrait commenter à la place du corps, du physique? Félicitations pour ta Félicitations! graduation. Ouais. Oui, absolument. On peut parler des qualités. Ah, wow, bravo, continue tes beaux efforts. Ça peut être de tout autre sujet que la beauté, finalement. C'est un petit peu ça le message. Dans le choix des mots aussi, des fois, tu sais, t'es belle versus t'es rayonnante. Tu sais, rayonnante, je trouve que ça vient chercher plus le... Tu sais, t'as l'air bien aussi, là. En tout cas, je trouve que ça vient chercher plus de belles qualités autres que belles. C'est sûr que, bon, il y a toujours un sous-jacent d'apparence physique, là, mais... Absolument. Donc, la diapo que j'ai mis ici, hein, en fait, ça parle beaucoup parce qu'il y a une enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire qui dit que 50% des jeunes du secondaire sont insatisfaits de leur silhouette. C'est vraiment beaucoup. Donc, un peu comme Isabelle disait tout à l'heure, hein, on y accorde une importance. Faut l'accepter, c'est là. Mais c'est ça, c'est un petit peu de se dire oui, il y a ça, mais il y a aussi autre chose. Donc, est-ce qu'on peut valoriser aussi les autres sphères de ta vie là, pour essayer de décentraliser un peu l'attention qui est sur le poids? J'ai envie de glisser un mot aussi sur, supposons qu'un ado hein, qui vous parle, qui s'ouvre en fait sur le fait qu'il est insatisfait sur son corps, sur son apparence. Juste d'accueillir, de l'écouter, hein, ce serait vraiment une première étape parce que c'est vraiment
une grosse ouverture qu'il fait, puis c'est pas facile à faire. Donc, de l'écouter, ce serait vraiment la première étape, puis de simplement lui demander qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, qu'est-ce qui pourrait t'aider finalement là, par rapport à qu'est-ce que tu viens de m'annoncer. Juste garder un œil, en fait, chez vous, là, sur les rigidités alimentaires, entraînement excessif, isolement, donc mensonge aussi, là, un jeune qui ne veut plus manger en famille, qui ne va plus voir ses amis, prise de suppléments pour augmenter la masse musculaire, commentaires négatifs répétitifs quant à son apparence physique, puis pression des amis, des réseaux sociaux. En fait, l'idée de garder un œil là-dessus, c'est vraiment pour prévenir, en fait, mettre le doigt sur un petit bobo qu'il pourrait y avoir, puis prévenir avant que le problème prenne trop de place dans la vie de nos ados. Je ne sais pas si j'ai bien exprimé ce que je voulais dire. Isabelle, si tu veux ajouter quelque chose. Non, ça va? Non, j'ai trouvé ça très clair, mais est-ce que est-ce que ça a soulevé des questions chez des parents? C'est la prof qui était peut-être. Oh oui, allez-y. Oui, j'aurais peut-être une question en lien avec la préoccupation justement de l'image corporelle de l'ado. En fait, si par exemple, on pense que, peu importe, là, excusez, on parlait aussi des ados là, qui vont nommer une préoccupation par rapport à leur corps, puis à leur silhouette, peu importe, puis on est à l'écoute de ça, mais admettons que notre adolescent ne nous en parle pas, est-ce qu'on peut ouvrir une porte? Puis si oui, comment on peut l'introduire, le sujet, par rapport à est-ce qu'il y a une belle perception de l'image de soi? Mais est-ce qu'on peut ouvrir une porte? Assurément. Moi, je vous encourage à le faire, à avoir ces discussions-là avec vos enfants. Et comment? Bien, il y a toutes sortes de façons. Ça peut être, par exemple, de lui parler de, tu sais, tout à l'heure, je disais, ils sont tout le temps sur leur téléphone, les médias sociaux, là, de juste s'intéresser aux pages que votre adolescent aime, puis là, dire, ah, mais pourquoi tu l'aimes? Ah, puis faire des commentaires. Ah, est-ce que tu la trouves belle, cette personne-là que tu suis? Oui, puis pourquoi? Moi, écoutez, j'ai été vraiment là, estomaquée quand une jeune fille dont je faisais le suivi m'a expliqué dans sa tête à elle, c'était quoi être belle. Et c'était basé sur toutes des images qu'elle voit des médias sociaux et tout ça. Je l'ai regardé, j'ai dit, ouais, c'est vraiment compliqué d'être belle. Là. Ça prenait tel sourcil, tel nez, telle forme de maquillage, vraiment plusieurs spécifications. Mais c'est une façon d'ouvrir ça. Puis après ça, de dire, mais est-ce que c'est réaliste? Toi, est-ce que tu trouves que tu t'en approches? Est-ce que c'est ça que tu souhaites? Donc, d'avoir cette discussion-là, dans cette situation-là, ça m'avait donné accès à quel point cette image-là était inaccessible pour cette jeune fille-là. Puis ensuite, d'avoir la discussion sur, mais c'est quoi ses atouts à elle? Qu'est-ce qu'elle trouve beau chez elle? Puis comment elle peut être satisfaite de son apparence? Donc, de parler des médias sociaux, d'entrer par cette porte-là, ça peut être une façon. Ça peut être très frontal aussi de dire, mais toi, est-ce que tu te trouves belle? Est-ce que tu es satisfaite de ton apparence? Vous pouvez dire, là, j'ai assisté à une formation, là, on a discuté l'autre soir et tout ça, ça m'a amené, servez-vous de nous pour ouvrir cette discussion-là aussi. Ils m'ont dit qu'il fallait que je t'en parle, je t'en parle. Ça, c'est bon, OK, vous tournez ça à la blague, mais il peut y avoir vraiment toutes sortes de façons d'ouvrir la discussion avec votre adolescent pour en discuter, puis ça va vous permettre de voir comment il se situe. Puis ensuite de ça, de poursuivre la discussion pour l'aider à avoir une bonne image de lui. Est-ce que ça vous répond? Absolument, merci beaucoup. Puis peut-être aussi, j'enchaînerais sur le fait que l'image corporelle, c'est l'image de son corps. Tu sais, Amélie nous l'a bien expliqué. Puis c'est influencé par toutes sortes de facteurs et toutes sortes de facteurs auxquels on ne pense pas dans un premier temps. Par exemple, les relations avec les amis. D'accord? Donc, souvent, c'est influencé aussi par comment ça se passe avec nos amis, comment ça se passe à l'école, comment on se trouve bon dans les sports. Il y a vraiment plusieurs sphères à l'image de soi. Et souvent, notre image corporelle va être influencée par ça. Donc, puis je donne souvent l'exemple avec les jeunes filles avec lesquelles je travaille en troubles alimentaires.
Amélie l'a dit, là, l'image corporelle fluctue dans le temps, mais souvent, j'arrive en travaillant avec elles à leur faire remarquer que lorsqu'elles se préoccupent beaucoup, beaucoup de leur apparence, c'est souvent quand, par exemple, ça va pas bien avec les amis. Ou encore quand, ben, à l'école, ils n'ont pas eu les résultats qu'elles voudraient, sont stressés, préoccupés. Donc, souvent, c'est en lien avec d'autres préoccupations dans la vie qui n'ont rien à voir avec l'image corporelle. Puis là, on focus sur quelque chose. Donc, ça peut être intéressant d'apporter cette discussion-là aussi, cette vision-là à notre jeune, que souvent, mais la façon dont on se perçoit, c'est basé sur beaucoup comment ça va à l'extérieur aussi dans d'autres sphères. C'est l'estime corporelle au sens plus large, hein, finalement. Là. Exactement. Très intéressant. Juste pour poursuivre là, un peu dans le même sens, je vois le temps qui file. J'essaie de trouver ma souris, ça sera pas bien long. OK. J'ai 2 écrans, puis bon, voilà. Si vous remarquez justement là, des petites préoccupations par rapport à l'image corporelle, il y a ici en liste des attitudes qui peuvent être aidantes à adopter là, avec son ado. Donc, simplement de partager ses inquiétudes, hein, comme on mentionnait tout à l'heure, d'en parler ouvertement, d'ouvrir la porte, puis de voir qu'est-ce qui s'offre à nous là, ensuite. Faire preuve de douceur, de patience, hein, c'est vraiment pas un sujet qui est facile pour les jeunes. S'ils s'ouvrent là-dessus, c'est vraiment... c'est que ça le préoccupe vraiment, puis c'est important de l'écouter. Donc, être présent, entretenir un lien de confiance, éviter les commentaires concernant l'apparence physique, qu'ils soient positifs ou négatifs, un peu comme on en a parlé tout au long de la présentation, là. Notre propre façon de réagir face à notre corps et celui des autres là, va les influencer. Respecter ses limites aussi, hein. Là, on vous dit tout ça, là, mais ça se peut là, que ce soit un peu... que ça vous paraisse une montagne, là, puis respectez vos limites, puis allez chercher les ressources, du soutien si vous en avez besoin. Moi et Isabelle, là, je suis certaine que ça... Je suis certaine qu'Isabelle aussi, là, ça va lui faire plaisir de répondre à vos questions. Fait que n'hésitez pas à nous écrire si jamais il y a quoi que ce soit. De miser aussi sur les forces de la personne, comme on le disait plus tôt, et d'observer ses propres attitudes et comportements concernant l'alimentation et l'image corporelle. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? Ça fait pas mal le tour. Je suis contente, on est à l'heure malgré les petits défauts techniques du début. Je vois pas de questions qui est présentement. Puis d'ailleurs, je tenais à préciser, le PowerPoint, là, les diapositives vont être rendues disponibles, envoyées par courriel. Là, donc, vous aurez accès au contenu que